Bonjour à tous. Logiquement, vous m'entendez, c'est très bien. Alors, on a un problème. Est-ce que c'est bon entre mon micro et la musique? Est-ce que c'est pas trop fort? Je sais pas. Je vais peut-être baisser comme l'autre parce que j'ai dû rajouter un paramètre. Je comprends pas trop pourquoi. On va mettre comme ça. C'est une catastrophe. Alors oui, bon, alors déjà, bonjour Nico, bonjour Roxy Fred, bonjour Angels. Alors, c'est encore en cours, hein, mais voilà, nous avons ici, on le voit pas très bien, le moulin, hein, avec les petites choses. Là, on a le hibou, des hiboux, des Lego et un truc, et merde, gros goût, ici, putain, je ne sais pas diriger mon doigt, avec les belles peluches de Kate. En dessous, bon, bref, là, ma collection de Walking Dead avec les petits pops. Et voilà, c'est en cours, c'est en cours. Bref, parce que j'ai décalé les écrans et tout finalement. Et là aussi, on a du Kate, mais voilà, là c'est encore le bordel, hein, ne m'en voulez pas. Il y a de l'écho. Il y a de l'écho. De l'écho. Alors, à part si mes filtres ont sauté, non. On a de l'écho. Alors, attends, parce que là, du coup, je suis absolument pas. J'ai mis à loger. Tac. On fait tout en direct aujourd'hui, hein. C'est une catastrophe. Parce que j'ai bien vérifié le micro justement pour qu'il soit à 100%, pas comme la dernière fois où on m'entendait pas. Mais là, je comprends pas pourquoi iTunes ça me fait ça. Alors j'espère qu'on va pas avoir le son coupé parce que je sais pas. Normalement, j'ai enlevé les pistes et tout. Ah non, il faut que j'enlève tout ça aussi. J'espère que ça va être bon. Je sais pas du tout. Je sais pas pourquoi ça a sauté, ça me. C'est bizarre. Bref, beaucoup d'écho. Il y a beaucoup d'écho. Enfin, vous entendez de l'écho parce qu'au niveau du micro, clairement, il n'y a rien qui a changé pour le coup. Et coucou Katsu, comment ça va? Alors, nous avons également, ah voilà, donc Angels l'a utilisé, nous avons de nouvelles émotes. Donc j'ai rajouté pour les followers certaines, les vieilles émotes, on va dire quand même, comme ça voilà, tout le monde peut en profiter. Et nous avons rajouté aussi un nouveau pack de petites émotes bien jolies. Ouais, bah ça va. Comme je disais à Katsu, j'ai failli lancer le live je ne sais pas quand. Parce que voilà, ce fameux moulin a pris un petit peu cher pendant le déménagement. Et puis là, voilà, je me suis dit, tiens, remontons les Lego. Voilà. Et puis après, j'ai vu l'heure et. Enfin, du coup, dites-moi, il y a un écho ou pas? Enfin, expliquez-moi. Parce que bon, enfin, est-ce que c'est que chez Nico? Est-ce que c'est chez tout le monde? Est-ce qu'il y a quelque chose de. Enfin, faut me dire. Bon, de toute manière, je verrai bien à l'enregistrement. Il a coûté 15 oui, c'est clair. C'est clair. C'est clair. Et non, en plus l'autre aussi, parce que nous avons aussi. Voilà, ben voilà. Mais vous les utilisez, c'est très bien. Katsu, voilà. Très bien, très bien, très bien. Donc, je pense que c'est l'audio de la pièce qui est différent. Je n'ai pas d'écho. Bon, ben voilà, l'audio de la pièce est différent. C'est sur vide. C'est pas tant vide. Bon, après, oui, enfin, vous le voyez, là, c'est vide. Donc, oui, certainement que peut-être, voilà. Mais oui, voilà. Le son est certainement différent. Insonorisé? Non, non, je pense pas. Je pense pas que ce soit insonorisé. Je pense pas. Enfin voilà. Bon, bah écoutez, cette histoire d'audio, je sais pas pourquoi. Je comprends pas. Ça me perturbe. Je sais pas pourquoi ça a sauté tout à coup. Je comprends pas du tout. C'est bizarre. Pas d'écho, mais le son est plus aquarium. Ah ouais, tu sais que les voisins n'entendaient pas quand tu gueules sur le chat. J'ai jamais dit. Le son est plus aquarium.
Franchement, je sais pas quoi vous dire. Je, je ne sais pas comment régler cela. Je ferai des tests alors en enregistrement. Là vraiment, c'est pour vous dire, j'ai testé la caméra, voir ce qu'on pourrait avoir derrière, mais mais le micro, je me suis dit non, j'ai fait mes tests parce que j'étais habituée aux problèmes habituels, on va dire, mais pas ça. Depuis le temps, ça pas des heures d'avant. Au moins, tu peux lire. Oui, c'est ça. Bon, bah écoutez, je sais pas quoi vous dire. Vraiment. Après, est-ce qu'il est trop proche? Est-ce qu'il faudrait que je le baisse? Oui, je suis dans un bunker, effectivement. Bon, après, en tout cas, la connexion a l'air de marcher, ça c'est cool. Le décor est top. Merci. Il est pas fini, mais du coup, ça me fait plaisir. Si ça vous plaît, c'est cool. C'est cool. Voilà. Puis l'idée, voilà. Alors, ici, il y aura plutôt en haut, mais il y aura la future tour en Lego que je vais monter. Voilà, voilà. Mais ça, c'est pour plus tard, dans quelques mois. Et puis voilà, je me dis, voilà, on va essayer de mettre les Lego derrière et tout ça va être sympa, petit à petit. Mais voilà. Euh, C'est là, j'y vois à peine un petit peu plus clair depuis tout à l'heure, parce que c'est encore le gros bordel dans mon bureau. Voilà, le temps de s'installer tranquillement. Bah, j'ai des filtres, c'est ça qui est étonnant. Je vais regarder, il va falloir que je fasse des tests. Et voilà, c'est ça l'effet de ça, tu vas pas kiffer un filtre. Mais non, mais les filtres, ils y étaient déjà, mes filtres. Je vais vous dire les filtres que j'ai. Il faudrait peut-être que je les modifie, mais j'ai plusieurs trucs. J'ai un compresseur, j'ai un expandeur, j'ai suppression du bruit, j'ai limiteur. Franchement, je sais pas. Ça qui arrive derrière, comme c'est pas grave. Le retour de Judith. Ah ouais, c'est clair. C'est clair. Bah, de toute manière, il fallait bien. On sait très bien que quand on lance un live ici, ça se passe pas toujours. Voilà. Écoutez, j'ai un décor et j'ai des nouvelles émotes. Je ne peux pas tout faire. Après, effectivement, c'est possible que ça soit aussi au niveau de la pièce. Mais était adapté à l'acoustique de ton ancien appart. Même pas. Ils étaient adaptés à l'acoustique de l'ancien appart. C'est pour te dire. Tu t'y connais toi, Angel, sans filtre? Parce que moi, je l'avais fait avec de l'aide. Mais bon, je regarderai. Je regarderai ça tranquillement à tête reposée. Peut-être que j'aurai un moment dans le week-end, on verra. On verra. Mais en attendant, vous allez devoir vous contenter de ça. Après une semaine, ça pourrait. Ça pouvait. C'est clair. Ben non, là, je suis dans une pièce fermée, hein, on va dire. Alors, est-ce que c'est le fait qu'elle soit fermée? Je sais pas. Non, non, je suis dans une pièce fermée. Avant, j'étais dans mon salon. Bon, peut-être que la pièce est plus grande que mon salon. Non, je pense pas, mais bon, voilà. Je sais pas. Ah bon, est-ce que ça va quand même? Est-ce que c'est horrible ou ça va? Parce que ça va être bon pour nous, sinon tous ces lives. Bref, je te vois et je t'entends. C'est déjà ça. Faut pas que ce soit trop désagréable pour vous non plus. C'est aquarium tiens. Ça m'agace, hein. Bon, on verra, faudra que j'écoute. Faudra que j'écoute pour voir ce que ça fait. Peut-être que le micro est mal branché. Non, non, il est bien branché, ça n'a rien à voir, non, il est bien branché. On sait rien. Bon, on entend, on comprend. Écoute, c'est essentiel. Bon, alors, ce soir, on se retrouve pour un nouveau quiz. On est parti sur quelques semaines là sur ce sujet-là. Quand j'ai préparé le quiz pour le mettre en forme, etc., j'ai vu les questions. Les réponses étaient trop longues. Donc j'ai dû les couper, j'ai dû. Enfin, ça va être chaud. Ça va être chaud, mais bon, ça va aller, je pense. Donc on va le lancer tranquillement. Ah ben voilà, je suis avec votre chou, vous voyez. Là, nous avons. On va pas y arriver, hein. Je pense qu'aujourd'hui, ça va être compliqué. Je pense. Au niveau des écrans. Donc, j'ai l'impression que j'ai pas streamé depuis 10 000 ans, hein. Je sais plus comment on fait, hein. Voilà. Est-ce que là, il y a ce son? Ah, il y en... Non. Mais là, je l'ai en audio bureau et son jeu. Donc là, il est en double. Oh, va falloir régler ce problème, hein. Ça va être compliqué, hein. Je comprends pas ce qui s'est passé.
Alors vous l'avez plus en double, logiquement. Tu écouteras, lisez vite. Ouais, non. Et là, à tout hasard, le son c'est pareil, oui. 10 000 en moins. J'entends un seul. Ouais, mais j'ai coupé l'autre. Mais je pense que là, ça devrait faire un truc un peu chelou, non? Bref, je coupe. Allez, on est parti. Le live le plus long de la Terre. Donc, ce soir, on va parler psychogénéalogie. Donc, ceux qui ne le savent pas, j'ai été formée à ça aussi. C'est un sujet qui me plaît depuis très très longtemps. Donc voilà, autant se former, n'est-ce pas? Donc c'est cool qu'on puisse en parler aujourd'hui. C'est cool de pouvoir aussi faire ça en consulte. Travailler ces choses-là avec les patients, c'est plutôt cool aussi. Donc on a malheur. Vous avez vu comme moi ou pas? À tout moment, j'ai plus d'électricité, le live il coupe. Voilà. C'est ton logiciel, je pense. Pas ton micro, mais quel logiciel? Le logiciel de quoi? Bon, bref. Bonne chance à vous. On va lancer. Je crois qu'il y a de l'orage en vrai. Malheur. Mais le live interminable. On n'est pas parti, je vous le dis. Hein. Bon, allez, let's go. Première question. Bah, c'est un peu la musique. On a vu de vite à la tête, j'aurais éjaculé. Mais non, mais je sais pas. Allez, let's go. Donc, première question. Alors, qu'est-ce que la psychogénéalogie? Donc, on a 18 questions. 18 questions, vraiment? Donc, est-ce que c'est une pratique thérapeutique qui se concentre sur la vieillesse? Est-ce que c'est une méthode pour comprendre les émotions, un type de thérapie de groupe pour les schizophrènes ou une approche étudiant les transmissions de trauma à travers les générations? Voilà, là, comme ça, on est bien. Ou pas? Je suis en train de tout trafiquer. Ok, déjà, on est pas mal. On est pas mal du tout. Bravo. Alors, je vais vriller. Ok, on est bon. Tac. Donc, la psychogénéalogie, c'est une approche psychanalytique et psychothérapeutique dans laquelle on va aborder les transmissions de traumatismes sur le plan généalogique. Il va y avoir une recherche de nos ascendants, mais ça va être qu'une infime partie du travail parce que ça va consister à analyser le fonctionnement inconscient des traumatismes qui vont se répercuter d'une génération à l'autre dans notre arbre généalogique. Ça va être assez lourd comme live, je vous le dis. Ça risque d'être un petit peu compliqué, donc si besoin d'approfondissement, bon, n'hésitez pas. L'image d'une thérapie où tu fais des dans la forêt. À un moment donné, tu vois, je l'ai fini hier à l'arrache, les photos, j'ai pas voulu chercher plus loin, tu vois. Déjà, c'est dimanche, dans l'après-midi que je me suis dit, putain, le quiz est prêt, mais pas vraiment sur 40, quoi. Donc, chiant. Allez, on continue. Deuxième question. Quel est le but principal de la psychogénéalogie? Est-ce que ça va être d'identifier la transmission de trauma d'une génération à l'autre, de réaliser une introspection pour mieux connaître ses ancêtres, d'analyser les relations actuelles entre parents et enfants ou traiter les troubles mentaux en utilisant l'hypnose? Ok, pas mal. Pas mal, pas mal. Alors effectivement, analyser les relations actuelles entre parents et enfants, ça va nous y aider, mais c'est pas le but principal. J'essaie d'écouter s'il y a de l'orage ou pas. Donc, dans nos vies, on va avoir des traumatismes qui sont non exprimés, un deuil non fait, un secret non révélé, et il y a plein d'autres phénomènes en fait qui sont cachés et qui vont se répéter involontairement d'une génération à l'autre. Il va être nécessaire de pouvoir se libérer de ce poids qui appartient au passé. Et donc, inutile de se le coltiner dans le présent. Donc instinctivement, on va chercher à se libérer vraiment du poids de sa famille pour retrouver la santé et sa liberté d'être. Mais au contraire, l'idée, ça va être plutôt de savoir renouer avec sa famille.
pas forcément en se réconciliant avec elle à proprement parler, hein, c'était vraiment pas l'idée, mais en guérissant l'origine de ce qui a rendu le lien familial pesant ou encombrant. Alors, d'après, sur le nom, Jodorowsky, donc c'est quelqu'un qui a travaillé sur la psychogénéalogie, hein, on doit faire de notre arbre généalogique un allié et pas un ennemi dont il faudrait se défendre ou se détacher. Vouloir se libérer de sa famille, c'est comme vouloir se couper de son propre inconscient. On peut pas, c'est pas possible. Notre véritable mission, ça va être de libérer la famille de ceux qui l'aliènent et de ce qui la fait souffrir. Ok? Est-ce que c'est à peu près clair jusqu'à présent? On va faire la troisième question. Là, normalement, je vous ai fait une question, un truc, enfin voilà. Alors, la psychogénéalogie est-elle réservée à certains types de personnes? Oui, seulement aux psychanalystes formés dans cette méthode. Oui, elle est exclusivement pour les familles en crise. Oui, uniquement aux personnes ayant vécu des traumatismes graves. Ou non, elle s'adresse à tout le monde. Moi, j'entends pas. Ok, effectivement. Bon, on a perdu quelqu'un en route, hein. Donc effectivement, la psychogénéalogie, elle va s'adresser à tout le monde. Bien joué pour les trois bonnes réponses d'affilée. Donc, elle peut être envisagée lors d'un passage difficile dans la vie, mais aussi par simple curiosité intellectuelle ou généalogique. On entend souvent parler, enfin, il y a souvent des pubs de MyHeritage, tout ça, vous les avez peut-être vu passer sur YouTube ou même ailleurs. C'est un peu dans cette idée-là, hein. Pour les psychologues ou pour les psychologues, pas du tout. Bah non. Pourquoi? Justement. Justement, non. Non, non. Donc, la psychogénéalogie, ça peut être quand bah, on a l'impression d'être dans une impasse, d'être bloqué par un mur invisible, quand on cumule les échecs, qu'on les comprenne ou non, qu'on se sent menacé d'une manière ou d'une autre, hein, qu'on a peur de répéter les schémas parentaux ou grands-parentaux, quand on souffre d'une addiction, qu'on ne parvient pas à avoir d'enfants, quand on souffre d'une maladie chronique, qu'on rencontre des difficultés familiales, enfin vraiment pour plein de choses. Ça peut être quand il y a des angoisses, des phobies, quand on se reconnaît plus. Il y a certains comportements qu'on se dit wow, c'est pas moi ça, enfin, on rencontre des problèmes affectifs. Enfin voilà, ça peut être pour plein de situations. Et donc on a Anne-Ancelin Schutzenberger, je ne suis pas sûre de la prononciation, donc on dira Anne-Ancelin, ça sera mieux. Donc c'est une des pionnières dans la généalogie qui dit ce qui n'a pas pu se mettre en larmes et en mots s'exprime ensuite par des mots MAUX, faute de mots MOTS pour les dire. Voilà. Donc encore une fois, là on revient à la fameuse discussion de bah, le corps va s'exprimer, les comportements vont exprimer les choses qu'on n'a pas su dire. On passe à la prochaine question. À quoi correspond le génosociogramme dans la psychogénéalogie? Bah voilà, on peut arrêter le quiz, il a tout dit. Donc, le génosociogramme, qu'est-ce que ça peut être? Alors, ok, on a un petit peu de tout. Donc, un diagramme représentant les relations de pouvoir dans la famille, intéressant. Une carte des croyances familiales transmises à travers les âges. Et donc, effectivement, c'est un arbre généalogique. Donc, c'est celui-ci qu'on va construire donc, en thérapie et qu'on va utiliser dans le travail d'analyse transgénérationnelle. Ça va être une représentation visuelle qui, dans un premier temps, sera construite uniquement à partir de notre mémoire. Donc, tout ce dont on se souvient, qu'on arrive à noter, quoi. Donc, on va faire apparaître tout ce qui est nom, date, fait marquant, lien, répétition, les séparations entre nous et notre famille sur plusieurs générations. Donc, dans ce premier temps, l'arbre il va reposer uniquement sur ce qu'on croit, vraiment ce qu'on croit de notre propre généalogie, avant d'effectuer toutes les recherches concrètes. Parce que généralement, il y a souvent des blancs, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, ou dont on croit savoir, mais c'est pas vraiment la réalité.
On va observer alors l'histoire familiale telle qu'on la porte et telle qu'on la perçoit. Et on va pouvoir voir apparaître des absences, des manques, des non-dits, qui va donc être intéressant d'aborder en thérapie. Donc c'est dans un second temps qu'on va réunir toutes les informations et les faits vérifiés de notre généalogie pour combler les trous et les lacunes. Donc lors de la construction de cet arbre, il va se produire un véritable travail analytique. Il y a notre esprit qui va travailler, mais aussi nos émotions et notre inconscient. On va passer à la prochaine question. Que montre le génosociogramme dans la psychogénéalogie? Il montre les liens émotionnels entre les membres d'une famille, le destin des ascendants et les répercussions sur la descendance, les préférences religieuses et culturelles d'une famille, ou il représente les réalisations professionnelles des ancêtres. Alors, ok. Ouais, les liens émotionnels, pas vraiment. On va avoir des liens, mais les émotions, pas forcément. On peut les faire apparaître d'une certaine façon, c'est sûr. Mais c'est pas vraiment ça. Alors, il faut vraiment prendre le génosociogramme, donc cet arbre généalogique, comme une carte qui va montrer les liens, les répétitions. On va souvent trouver des arbres où il y a ce type de répétition, des pères absents, des enfants illégitimes, des familles à divorce, comme on peut dire, des familles à cancer, des familles d'alcooliques, etc., etc. Donc ça va donner une image du destin des ascendants et des répercussions de leurs frustrations et traumatismes sur la descendance. Attention, c'est pas parce qu'on a eu des ancêtres qui ont tous divorcé, par exemple, que nous aussi on va divorcer. C'est pas l'idée, hein. C'est pas forcément ça. Attention. Donc, on a une autre psychogénéalogiste donc, qui a fondé une association de recherche sur les branches et les racines de l'être qui nous dit l'arbre généalogique est la plus belle des machines divinatoires. À chaque difficulté qui se présente, on peut le réinterroger. Les branches de l'arbre font partie de nos structures les plus profondes et les sonder permet d'apprendre, en des termes valables pour soi seul, ce qui bloque. L'arbre répond toujours, il ne fournit pas forcément la solution, mais les éléments d'information qui s'en dégagent permettent d'aller un peu plus loin dans la bonne direction. Voilà pour le génosociogramme. On passe à un autre terme. Il est donc le syndrome d'anniversaire. Qu'est-ce que c'est? Pour la transmission intergénérationnelle. Un joli gâteau d'anniversaire, ça donne envie. Ok, là on a de tout. Donc effectivement, c'est une répétition de traumatisme au fil des générations. Donc, à un certain âge, une certaine date ou à une période précise, la famille elle a vécu un traumatisme. Et les descendants, ils vont reproduire ensuite inconsciemment un geste, un acte ou d'autres manifestations pour marquer cet anniversaire. Alors, il y a Nina Cano, dans son livre Comment paye-t-on les fautes de ses ancêtres, qui prend un exemple. On a Myriam qui a 13 ans. Elle va s'empaler accidentellement sur une barre de fer qui balisait la route. Elle va survivre à cet accident. Elle va guérir physiquement, mais elle va en rester très fortement perturbée. C'est à peu près normal, j'ai envie de vous dire, vu le truc. Et donc, lors d'une visite du médecin, sa mère va lui dévoiler son grand secret. Elle a été violée par 2 hommes, à l'âge exact où sa fille a eu cet accident. Et la barre de fer qui a transpercé Myriam lui a rompu l'hymen, ce qui a perforé son diaphragme. Non, c'est pas ça ma phrase n'est pas bonne, mais donc ça a rompu l'hymen, ça a perforé son diaphragme en passant entre le rectum et le vagin, sans endommager ni l'un ni l'autre. Donc en découvrant ce qui est arrivé à sa mère au même âge, elle va découvrir après enquête que sa grand-mère maternelle avait elle aussi été violée à 2 reprises à 11 et 13 ans. Donc cet exemple, qui est assez terrible quand même, ça va illustrer à la perfection ce qu'est le syndrome d'anniversaire. Une répétition généalogique à partir d'âge, correspondant à des événements traumatisants dans l'histoire familiale. Donc une date d'anniversaire ou des périodes liées à des traumatismes sont fréquemment appréhendées de manière générale.
Après, il faut bien noter que tout n'est pas systématiquement répété, comme je vous l'ai dit. Dans les familles où le deuil a été fait et où une cohésion familiale a été maintenue, où la communication est ouverte sur les sujets difficiles, les descendants ne connaissent pas de syndrome d'anniversaire. Donc on a Alain Solin qui nous dit « Parmi les malades du cancer, 25% d'entre eux ont vu leur maladie déclenchée dans le contexte d'une période de fragilisation d'anniversaire, de répétition transgénérationnelle. Hilgard a montré qu'une fois révélé le lien affectif à l'origine de la répétition dans la maladie, les gains thérapeutiques étaient évidents, qu'il s'agisse d'amélioration ou de guérison. » Voilà, voilà. Donc on va passer à un autre terme. Comment j'ai truc ça? Bon, on va voir. On va parler d'inconscient familial. Donc il arrive qu'on entende des histoires où des enfants font des cauchemars qui évoquent des événements qu'ils n'ont jamais vécus, mais dont leur ascendant était bien présent. Alors comment on puisse transmettre ces informations alors qu'ils n'ont jamais eu de contact? Donc chaque enfant va hériter de problématiques non résolues de ses parents. Et donc Alain Solin considère que cette transmission se fait à 2 niveaux. Et donc là, on passe à 3 questions. Alors attention, parce que je ne sais pas comment elles sont tournées celles-ci. Donc, quelle est la principale caractéristique de la transmission intergénérationnelle? Elle est uniquement transmise par des rituels familiaux spécifiques. Elle est inconsciente et passe uniquement par des gestes. Elle est uniquement liée à des événements familiaux importants. Ou elle est consciente et passe par la parole entre les membres de la famille. Ok. Pas mal, pas mal. On a 2 équipes bien distinctes. Donc effectivement, elle est consciente et passe par la parole entre les membres de la famille. Donc là, on est dans la transmission intergénérationnelle. On explique après. Comment se distingue la transmission transgénérationnelle de la transmission intergénérationnelle? Donc elle est inconsciente, elle est explicite et verbale, elle se fait uniquement par écrit ou elle est un processus collectif. Ok. Bien joué. Effectivement, c'est bien la distinction entre les deux. Bien joué. Et 3e question. Que signifie l'expression enfant chargé dans le cadre de la psychogénéalogie? Est-ce que c'est un enfant surchargé de devoirs scolaires? Ça désigne un enfant élevé dans un environnement difficile? L'enfant porte inconsciemment des traumas anciens ou c'est un enfant qui a des responsabilités excessives dès son jeune âge? Et donc effectivement, on est bien dans le sujet, c'est un enfant qui porte inconsciemment des traumas anciens. Ok, on est pas mal, on est pas mal. Donc, une transmission consciente qui passe par la parole entre les différents membres de la famille, on va parler de transmission intergénérationnelle. Là, la parole elle passe. Non, Katsu. Et une transmission inconsciente qui n'est pas consciemment articulée et qui passe alors par les silences, les secrets, les non-dits, les gestes, les pensées, on va parler de transmission transgénérationnelle. Donc le poids de cet héritage familial, il nous amène à parler d'enfant chargé. On considère que l'enfant n'a pas une nature méchante ou agressive qui est de son fait, il hérite des refoulements de ses parents qui expliquent alors son comportement. Alors, on a parlé de transmission inconsciente qui se passe durant la grossesse. Donc, on a tous entendu parler de cette hypothèse qui porte sur la communication entre le fœtus et sa mère durant la grossesse. Et donc, Alain Solin, Dolto et bien d'autres, ils estiment que l'inconscient de la mère et de son enfant sont liés, expliquant alors le passage d'événements familiaux d'un parent à son enfant. Voilà, c'est l'explication. J'ai appelé mon boss, j'ai dû en toujours en forme. Allez, prochaine question. Que signifie le co-inconscient familial? C'est la manière dont les inconscients d'une famille communiquent entre eux. Il désigne un inconscient collectif commun à toutes les familles. C'est un concept utilisé uniquement dans les thérapies de groupe où c'est l'idée que chaque membre de la famille a un inconscient individuel
Désolée. Effectivement, comme le pape, tout à fait, nous avons un nouveau pape. Américain, me semble-t-il. Ok, on a un petit peu de tout. Donc, ça, c'est une petite info. Aux États-Unis, il y a Jacob Lévy-Moreno qui propose des psychodrames pour revivre des épisodes de la vie intra-utérine. Bon, voilà, à prendre avec des pincettes. Hein. Mais il va estimer que les inconscients des membres d'une famille communiquent et il appelle cela le co-inconscient familial. J'ai lu co-insulte. Hein. Je peux faire le Léon Jean Reno. C'est autre chose, effectivement. Allez, on passe à 2 prochaines questions. Qu'est-ce qu'un engramme dans le cadre de la psychogénéalogie? C'est une projection inconsciente de la famille sur un enfant, c'est un souvenir conscient que l'enfant peut verbaliser, c'est des événements familiaux marquants qui se transmettent, ou c'est une transmission consciente des valeurs familiales. Ok, bien joué. Bien joué à la personne qui a trouvé. Et donc on a un chevreuil enneigé qui a 3 bonnes réponses. Défi. Bravo. Deuxième question. En quoi consiste la loyauté invisible dans la dynamique familiale? Elle oblige l'enfant à suivre les attentes que ses parents ont pour lui. Elle est la manière dont l'enfant rejette les valeurs familiales, ça concerne uniquement les liens entre frères et sœurs, ou c'est un phénomène qui n'affecte que les adultes dans la famille. Aucune bonne réponse pour l'instant, j'ai réussi. Ah ouais, non mais bravo, merci Katsu, ça fait plaisir pour la reprise. Génial. Oui, oui, j'ai expliqué pourquoi en début de live, ma chère Invel. Les réponses sont trop longues. Donc effectivement, c'est bien ça. Elle oblige l'enfant à suivre les attentes que ses parents ont pour lui. Alors, j'ai déjà oublié. Ah mais super. Donc il y a le sujet de cette projection que les parents peuvent avoir sur l'enfant. Lorsqu'un enfant va venir au monde, la famille elle va projeter sur lui toutes sortes d'attentes, de pensées et de plans inconscients. Et on va appeler ça des engrammes. Avant même sa naissance, l'enfant il a déjà une vie programmée, que ce soit au niveau professionnel, affectif et spirituel. Voilà. Déjà, on a cette première projection de ah, j'aimerais que ce soit une fille, j'aimerais que ce soit un garçon. Après, on sait ou pas. Et puis, il faudrait qu'elle soit comme ci, qu'il soit comme ça, là, il fera du foot, elle fera ci. Enfin, vous voyez, c'est toutes ces projections et tout ce poids finalement qu'on va donner et qu'on va poser sur l'enfant, alors que, voilà, peut-être que lui, il veut faire autre chose, quoi. C'est moi qui ai écrit les réponses, oui, c'est ça. Donc, on peut prendre cet exemple d'un père qui n'a pas pu réaliser son rêve et qui va projeter sur son fils la réussite qu'il n'a pas connue. Donc à sa naissance et même avant, cet enfant, il se doit de suivre le programme de son père. Et donc c'est ça, la loyauté invisible. On passe à 2 prochaines... je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Oh, c'était énorme. Bon, alors, la suite. Pourquoi l'observation du corps est-elle importante dans la psychogénéalogie? Elle aide à déterminer les relations intergénérationnelles, elle sert à identifier les comportements de l'enfant à travers sa posture, elle permet de révéler des contenus inconscients qui ne sont pas dits par les mots, ou elle est utilisée pour diagnostiquer des troubles physiques. Ah, comme les oui, voilà, exactement, les minimis, ça peut être un exemple aussi, effectivement. Effectivement. On en a 2 là. Donc, deuxième question. Pourquoi le nouveau-né est-il particulièrement sensible à la transmission familiale selon la psychogénéalogie? Parce qu'il est une éponge sensorielle, parce qu'il est encore incapable de comprendre les mots et les gestes, parce qu'il peut percevoir les émotions conflictuelles entre les parents, ou parce qu'il est plus réceptif à la culture familiale. Je ne sais pas lire avec toutes les lettres, je lui en retire la moitié. Non, je n'en retire pas la moitié. Mais non. Donc, oh, on a une remontée, bien joué. Donc, il est bien connu que l'observation du corps de tout ce qui ne relève pas de la parole verbale permet de révéler des contenus inconscients qui ne s'expriment pas par les mots. Ça, on l'a souvent vu. De toute façon, c'est pas quelque chose de nouveau.
Donc là où la parole est impossible, mais le corps va s'exprimer. Et ça va être souvent révélateur de non-dits, de secrets. Et ce langage non-verbal, il peut se présenter sous une impression générale sur la famille, une atmosphère particulière, un comportement, une attitude, des gestes particuliers, tout ça. Donc le nouveau-né, il va être très sensible à ce type de transmission parce qu'il a encore une éponge sensorielle, il ressent davantage tout ce qui relève de la communication non-verbale. Et quand il y a une absence de communication, c'est un peu plus compliqué. Donc entre les membres de la famille, le passage de l'inconscient, il va se faire par les non-dits. Donc on a Didier Dumas qui parle de fantômes naissant de l'absence de parole. Tout ce qui est caché, ça va ressortir forcément un jour ou l'autre sous une forme qui nous échappe ou qu'on ne veut pas voir. Ah d'accord, mais oui, mais je ne connais pas, donc forcément. Ok. Et là, on termine avec nos 3 dernières questions. Ça va, en fait, je pensais que ça allait nous prendre la vie. On est pas mal là. Wow, on est pas mal. Ça doit être costaud, je pense, mais voilà, on est pas mal. Alors, quel est le phénomène de deuil non fait dans le cadre de la psychogénéalogie? Il s'agit d'un deuil qui se fait rapidement sans aucune interruption, c'est un deuil interrompu qui peut être transmis aux générations suivantes, un deuil que la famille ignore complètement sans conséquence, ou c'est un deuil qui survient uniquement après un événement traumatique. Le phénomène de deuil non fait. Et effectivement, c'est bien ça. Tant mieux. C'est bien si tu es heureuse, c'est important. C'est important. Tu as 7 bonnes réponses d'affilée. Bien joué. On poursuit. Que se passe-t-il quand un deuil est non fait selon la psychogénéalogie? Alors là, ça me dit que 16, 17, 18, il nous reste 3 questions. Je m'en suis noté. Donc on en a fait 4. Je sais pas ce que j'ai branlé. Je sais pas du tout. Ah ouais, alors là, en plus, il manque beaucoup. Là, c'est un cadeau pour Angels. Donc effectivement, le défunt reste un fantôme dans l'inconscient familial. On est pas mal. Comment ces deuils non faits affectent-ils les descendants? Ils deviennent une charge psychologique pour les générations futures, ils n'affectent que les membres directs de la famille immédiate, ils disparaissent avec le temps mais n'ont aucune incidence durable ou ils créent une relation plus forte entre les vivants et les ancêtres. C'est quoi la dernière question du coup? Ok, bien joué, bien joué. Attention, dernière question. Je vous fais le blabla et on voit le machin truc à la fin. Qu'est-ce que... Ah ouais, c'est un bug en fait. Ouais, qu'est-ce que le syndrome d'anniversaire dans la psychogénéalogie? Eh oui, allez-y. On va voir si vous avez suivi parce que c'est pas les mêmes réponses en plus. Pourquoi ça c'est arrivé là, ça? Ah si, j'ai compris pourquoi. Ah ouais, ok. C'est bizarre. J'ai oublié. Attention, le 11 septembre, on a le live de toutes les questions qu'on a eues. Hein. Donc, le deuil non fait. Toute chose interrompue, inachevée ou bloquée dans son processus sera transmise d'une génération à l'autre. On parle donc du cas du deuil non fait. Mais je... Oui, mais... mais non, mais c'est le bot, je suis désolée. Donc bien souvent, ce type de deuil est interrompu, voire impossible, parce que la mort a été violente, inexpliquée, choquante, injuste ou soudaine. Donc dans ces cas, le défunt, il n'est pas tout à fait mort, il va continuer d'être un fantôme dans l'inconscient familial. Tout ça, c'est une image, évidemment. Hein. Donc on va retrouver ça dans le cas des fausses couches, des avortements, des enfants mort-nés, des meurtres, des suicides, des accidents, tout ce qui est des morts assez violentes ou brutales. La famille, elle comprend pas pourquoi telle personne est décédée, elle n'a pas pu faire le deuil et donc elle peut pas accepter la perte de cet être cher. C'est pas à cause de l'absence de l'aide. Ah, je suis désolée, mais là je vais les préparer à l'avance. Je vais me les prendre sur clé là et je vais les bosser la journée pour essayer de faire une réponse qui tienne correctement.
Ça fait peur. Pourquoi ça fait peur? Dis-moi, Nico. Donc ces deuils qui ne sont pas faits, ça va être une véritable charge pour les descendants. Ça se transmet, hein, inconscient et inconscient. Voilà. Donc on va retrouver à ce sujet le syndrome anniversaire. Donc on va constater des concordances entre un deuil et une naissance. La correspondance, elle se fait entre le désir d'enfant et un deuil non fait. Ce qui va mener alors l'enfant, ça va amener aux enfants qu'on dit de remplacement. C'est pas très très joli, mais voilà. Donc, à la suite d'une perte, on va faire un enfant pour remplacer celui perdu, d'une certaine façon. Donc, on a une neuropsychiatre, je vous évite les noms hein, qui ne servent à rien, qui explique dans son livre La dette de vie. C'est une mise en acte, ou plutôt une mise en enfant. Littéralement, il n'y a plus de cadavre, il y a un enfant qui vient prendre sa place et faire barrage au deuil en tant que processus élaboratif éventuel. Il y a négociation du deuil. Le cadavre s'enfouit dans l'enfant. Donc ce point de départ, il va expliquer ensuite que l'enfant est mal parti. Interruption de grossesse, prématurité grave, voire psychose précoce. Ainsi, si le deuil n'a pas été fait, il arrive souvent que la date d'anniversaire de sa mort corresponde à la date de la conception ou de la naissance réelle ou prévue d'un enfant. Donc imaginez un petit peu le poids que l'enfant va avoir toute sa vie, quoi. C'est chaud. C'est chaud. Et le deuil ne peut se faire parce que si on fait un enfant dans l'idée de remplacer celui qui est parti, enfin voilà, d'une certaine façon aussi, il est toujours là. Sauf que ce n'est absolument pas ça, qu'on soit bien d'accord. C'est moi, ça, on va juste... Oh, je comprends personne, il n'y a pas de ressources gauche, je prends moi. Oh là là, bon, alors on va voir ces résultats. Donc, en troisième place, nous avons Lemming intelligent. Il y en a qui n'ont pas mangé. Suivi de Chat sauvage vert. Et en première place, nous avons Chevreuil enneigé. Bien joué. Suivi de Chicken et de Lama. Et du dernier pseudo que je ne vois pas du coup. Bon, parfait, parfait. Alors, on va se remettre ici. On va se remettre là. Et on va tenter de remettre la musique. Et la musique marche. Ça me rend ouf cette histoire. Bon, du coup, semaine prochaine, on va parler de fantômes. Ça va être plutôt sympa. Les secrets. Fantômes et secrets de famille la semaine prochaine. Ça m'a l'air assez rapide. Je vais regarder combien de questions on a. Quiz. On a combien de questions? Ouais, 18 quand même, hein, aussi. 18 petites questions. Ça va aller, ça va être cool. Ok. D'autant pour l'annonce des places. Bah ouais. Il analyse le ton de ma voix maintenant. Parmi mes parents interviennent psychologue. Bah, let's go, hein. On va s'amuser. Live Ghost of Star. Ouais, je sais pas compris grand chose ce soir, c'est beaucoup trop tard. Ah, désolé Nico. Spécial Casper. Voilà, c'est ça. On va parler de fantômes. On a rien compris. Je suis désolée. Ça va être ça pendant quelques semaines. Mais s'il y a des questions, réfléchissez-y, on en parlera la semaine prochaine. Hein. C'est tout ce qui compte. Être heureux. Bon, moi je vais aller écouter le replay du coup pour voir cette histoire de son, ça me perturbe. Et j'essaierai d'arranger ça, mais du coup, désolé, mais pour les lives de la semaine, ça va être un peu comme ça, je pense. Hein. Parce que j'aurai pas trop le temps de checker, je pense. Mais je vais regarder. Je sais pas trop. Je me suis habituée. Bah, peut-être qu'il va falloir s'y habituer, hein. À tel live, c'est désolé. Bah, je ne pas désolé, hein. Enfin, c'est comme ça, hein. Si les sujets sont complexes, ils sont complexes, hein. On n'y peut pas grand-chose, malheureusement. Du coup, voilà. Donc, on se retrouve jeudi, normalement sur Baldur's Gate. Normalement, je dis bien. Faut voir s'il y a une évolution. L'évolution n'est toujours pas faite. Hein. Mais on va voir si ça se fait. Et on se voit pas mal dans le week-end aussi. Et tu vois, des anniversaires qui n'ont eu aucun lien avec leurs parents et leur famille globalement. Alors, certainement, je pourrais pas t'en sortir là comme ça, mais oui. Et justement, ça peut être très très intéressant de voir ces recherches-là. Parce que, par exemple, ça serait quoi ton hypothèse? Ça pourrait être 3 ans d'études. Il y en a eu un petit peu plus que 3.
question étudiée sur des orphelins qui n'ont eu aucun lien avec leurs parents. Mais je pense que, bon après, pour revenir sur le sujet des orphelins, on l'a vu avec la théorie de l'attachement et l'hospitalisme, hein. Bon, là, c'est plus sur des questions d'attachement, donc c'est différent, j'entends. Mais bon, on voit bien les dégâts que peuvent faire un enfant loin de sa mère. Ça bloque la moitié du test. Ah, j'ai une réponse partielle liée au déficit des âges. Ah, d'accord, oui, on va dire ça. Que t'aurais pourquoi tu sais au niveau du sang. Bah, c'est ce que j'ai dit que j'allais faire. Mais peut-être que je ferai rien après, on verra. Bah, tu as de la transmission familiale. Est-ce qu'elle prend les traumatismes biologiques ou famille d'adoption? Très intéressant, effectivement. Si on part de l'hypothèse que ça se transmet au niveau de la grossesse, hein, famille biologique, mais si ça se transmet. Moi, je pense que, moi, mon hypothèse personnelle, hein, ça sera que malgré tout, ça se transmet dans les deux sens. Dans les deux sens, parce que quand tu vis avec quelqu'un, tu le sens quand il y a quelque chose qui est pas dit, qui est bizarre, hein. Ça se sent. Et ça, on va en parler la semaine prochaine. Je veux bien ton patient pour tes recherches. Tu veux? Parce que par exemple, si certains faudra pour combattre un deuil, rien n'empêche que certains adoptent pour la même raison. Ah, mais carrément! Et puis là, on peut parler d'inconscient même de toutes les familles. Pourquoi tu te retrouves à adopter cet enfant-là que toi tu as abandonné? Enfin, tu vois, c'est. Mais je suis certaine qu'il y a des rapprochements de ouf comme ça qu'on peut faire. C'est sûr. C'est sûr. Il y a trop de situations, entre guillemets, bizarres comme ça. On peut se retrouver vraiment à des histoires assez folles. C'est assez fou, finalement, comme situation. Hmm. Quand je me qualifie d'enfant en France. Bah, je l'ai bien compris, oui. Mais bon, si tu veux en parler, on en parlera. Angel qui a une autodérision de psychopathe. Tac. Du coup, bah, je ne fais pas de sondage hein, parce que là, on va avoir 3 ou 4 lives sur ce sujet-là. Donc, semaine prochaine, on parle de fantômes. En vrai, je pense que ça va pas être trop compliqué par la suite. Mais bon, on verra. Et puis, faut poser des questions hein, si besoin d'explications, d'approfondissement. Hein. Made in Indonesia, non mais c'est clair. Bon, bah, du coup, les amis, je vous laisse. Je vais aller checker un petit peu tous ces trucs là. Et puis bon, faut que je me douche, que je mange. Il y a Mario au premier regard. Voilà quoi. À quel point je suis ravagée. Ouais, j'ai hâte. J'ai hâte de savoir. En tout cas, merci pour votre présence. Merci pour votre participation au quiz. On se retrouve jeudi 17h30, hein, je crois. Je crois que c'est ça, ouais. Jeudi 17h30. Et puis après, ben, pour le week-end, on verra. J'ai mis entre 20 et 21h parce que je sais pas trop comment ça va se dérouler, mais voilà. Et puis, bon, bref, on se tire au jus. Est-ce que t'es là? C'est quoi les endroits? Je me retrouve à balancer des raids sur le feu du stream. C'est déjà pas mal, non? C'est pas mal. Allez, je vous fais des bisous. Passez une bonne soirée. Et puis, bah, jeudi. Voilà. Ça, tous ceux qui n'ont pas encore commencé, comme je sais, il y a déjà coché une quête. Bon courage à toi, mon Katsu. Des bisous. À très vite.